Bonjour et bienvenue dans AgroGreen. Aujourd'hui, nous allons parler d'élevage de porcs. La filière porcine est compliquée en République du Congo par manque d'accompagnement, de ressources. Il est difficile pour les éleveurs d'avoir une grande rentabilité et de faire face à une demande de consommateurs de plus en plus croissante. Depuis un an, je suis les activités de la société Axiom, leader français dans la génétique porcine. J'ai la chance de pouvoir échanger avec eux. Ils ont accepté de venir échanger avec moi sur AgroGreen. Dans un premier temps, nous allons échanger avec Monsieur Ipolo, qui est éleveur et collabore avec Axiom et qui travaille avec les éleveurs congolais. Puis Raphaël, qui est l'un des représentants d'Axiom. Pour ce qui concerne les inséminations, voilà, ça a commencé en 99 au Burkina Faso, et puis ça c'était fait à vraiment toute petite échelle parce que j'avais mon élevage et puis je pratiquais l'insémination à ce moment-là, et ça s'est fortement accentué dans les années 2020-2021. Où on a développé en dehors du Burkina, on a commencé à faire de l'exportation sur la Côte d'Ivoire, sur le Togo, sur le Bénin, sur les deux Congos, sur le Gabon, sur le Sénégal. Voilà, c'est les pays sur le Cameroun aussi, où on a fait pas mal d'exportations. Ça, c'était une première étape. Parce que le gros intérêt, c'est que ce que je voulais, c'est que chaque éleveur, que ce soit le plus petit jusqu'au plus gros, puisse avoir accès à une génétique performante. Parce que c'est ça qui reste le point faible pour le moment en Afrique, c'est que les gens font l'élevage depuis très très longtemps, mais on a des races qui ne sont pas performantes, qui n'ont jamais été sélectionnées pour permettre une progression des performances. Et donc, ça a tendance à régresser au contraire, parce qu'il y a des problèmes de croisement, il n'y a pas de renouvellement de race, il y a un problème de consanguinité qui s'est développé, donc on a des races qui sont pas du tout performantes. Et le gros intérêt par l'insémination, c'est que grâce à ça, vous avez des porcelets qui vont naître qui ont 50% de la génétique Axiom, et puis bon, ils ont encore 50% de la génétique locale. Mais même avec ces 50%-là, on arrive à bien faire performer les animaux en termes de croissance, parce que c'est ça qui pénalise beaucoup les éleveurs, c'est que dans beaucoup de pays, il faut attendre parfois 1 an pour réussir à avoir un porc de 100 kilos, et encore même des fois 100 kilos, c'est bien compliqué. Alors que en France, avec la génétique Axiom, les éleveurs peuvent réussir à avoir des porcs de 100 kilos en 5 mois, 6 mois. Donc, le gros intérêt, c'est grâce à l'insémination de vraiment faire performer les élevages au niveau de la croissance. Là où ça coûte très cher aux éleveurs, c'est ce qu'on appelle l'indice de consommation, la capacité qu'a un porc de transformer l'aliment. On estime aujourd'hui en Afrique qu'il faut environ 4 kilos d'aliments pour produire 1 kilo de porc. Les races qu'on a chez Axiom, on est plus proche des 2 kilos d'aliments que des 4 kilos. Donc on sait que en réalisant des inséminations, on va naviguer entre les 4 d'indices de consommation et puis les 2 qu'on peut avoir avec la génétique Axiom. Et ça a une incidence directe sur le coût de production et donc sur la rentabilité d'un élevage de porc en Afrique. L'aliment, ça représente 70% du coût de production. Si vous baissez la quantité d'aliments quasiment de 2, voilà, vous allez fortement baisser votre coût de production. Donc, ça va améliorer la rentabilité. Donc ça, c'est certains aspects qui sont importants. Et puis aussi, je dirais sur le long terme, les races qu'on a en France au niveau d'Axiom sont très performantes en termes du nombre de porcelets nés. Quand on parle des races comme le large white, le landrace, les éleveurs aujourd'hui ont la capacité de sevrer plus de 30 porcelets par an avec une seule truie. Aujourd'hui en Afrique, quand on arrive à sevrer 15, voilà, vous avez ce document-là où vous avez déjà énormément d'informations sur Axiom. Voilà, donc si vous avez déjà ça, c'est très bien. Donc ça permet de développer beaucoup plus sur la partie exportation en Afrique. Donc on a réussi à mettre en place ces systèmes d'importation de semences en Afrique, essentiellement grâce au réseau WhatsApp, où on crée des groupes d'éleveurs.
un éleveur qui veut commander 2 doses d'insémination pour ses truies, ça va lui coûter une fortune. Parce qu'il y a le transport, parce qu'il y a les dossiers d'exportation. Voilà, au final, ça lui coûte très, très cher. Donc, à l'origine, il n'y avait que des personnes suffisamment riches qui pouvaient se permettre de faire des inséminations. Le fait de faire des groupes d'éleveurs, groupes WhatsApp, c'est très réactif, très interactif, et ça peut permettre à n'importe quel éleveur d'acheter des doses, même si l'éleveur trouve que c'est toujours trop cher, mais ça sera toujours comme ça. Ça lui donne accès à une très bonne génétique assez facilement. Donc voilà, ça rend abordable l'amélioration génétique, qui est vraiment indispensable pour pérenniser l'élevage en Afrique, puis pour éviter de gaspiller les ressources alimentaires, parce que c'est vrai que c'est pas du tout écologique, c'est pas du tout dans l'air du temps d'être obligé de donner 4 kilos d'aliments à un porc, alors qu'on a d'autres races qui n'ont besoin que de 2 kilos. Donc pour moi, ça c'est vraiment important. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à mettre en place un certain nombre de groupes un peu partout en Afrique de l'Ouest. Il y a d'autres groupes qui existent en Afrique anglophone. Ça fonctionne un peu différemment. Mais moi, je me suis surtout concentré sur l'Afrique francophone. Depuis peu, on a commencé, pour certains éleveurs qui voient aussi encore plus l'intérêt de la génétique, à importer des animaux vivants. On a eu au Congo-Brazzaville des animaux qui ont été importés au mois de janvier, je crois. Moi, ça doit être ça. Auparavant, on avait fait une exportation d'animaux sur la Côte d'Ivoire. Ça a été poursuivi par une export sur le Burkina Faso. Encore une exportation sur la Côte d'Ivoire. Et puis, voilà, dans chaque pays aujourd'hui, on essaye de voir la possibilité de faire une exportation d'animaux, parce que pour un éleveur donné, au final, ça revient moins cher encore que l'insémination. C'est sûr que l'animal qui va être importé coûte cher. Mais on arrive à démontrer que sur moins de 2 ans, il y a un retour sur investissement dû à l'amélioration des performances au niveau de la reproduction, au niveau des indices de consommation, au niveau de la croissance. Donc voilà, c'est pour ça que ça réussit à se développer petit à petit dans les différents pays d'Afrique, et on raisonne l'importation d'animaux de la même manière que l'importation de semences. Si vous voulez faire venir 2 animaux, par exemple, 2 porcs dans votre élevage, le coût du transport va revenir vraiment très très cher. Alors que si, comme pour les doses d'insémination, on regroupe un certain nombre d'éleveurs et on optimise en termes de nombre d'animaux, ça permet de diluer les charges et d'avoir un prix de transport beaucoup plus abordable. Donc voilà, c'est de cette manière-là qu'on a réussi à faire déjà 2 importations d'animaux, et c'est en train de progresser petit à petit, parce que voilà, les gens ont vraiment vu l'intérêt de l'amélioration génétique. Aujourd'hui, ça va faire bientôt 3 ans que vous êtes en République du Congo. Est-ce que vous trouvez que les choses deviennent plus faciles au niveau des importations? Est-ce que c'est encore assez compliqué sur le plan administratif? Est-ce que l'information circule au niveau des éleveurs pour pouvoir vous rencontrer? Est-ce que vous trouvez que depuis ces 3 dernières années, les choses se sont améliorées? Ou c'est toujours aussi compliqué? On a démarré de zéro, donc c'est sûr que en 2 ans, 3 ans, ça prend du temps. Le niveau où on est arrivé au niveau du Burkina, au niveau de la Côte d'Ivoire, ça a pris aussi énormément de temps. On voit que ça progresse, mais ça reste quand même assez compliqué. Je vois l'attendu qui est bien embêté par rapport au règlement, par rapport à la rigueur nécessaire pour participer à une campagne d'importation. Les gens réagissent en général très tardivement, et c'est quasiment quand les doses sont prêtes à être envoyées qu'ils veulent passer leur commande. Parce qu'on a cette obligation de commander bien à l'avance, il y a un protocole bien précis. Et ça, malheureusement, mais ça, c'est pas une critique, hein, c'est pas forcément dans les gènes en Afrique de prendre les choses très lentement, tardivement. Voilà,
beaucoup trop à la vente, anticiper, c'est pas la spécialité. Ma femme est africaine, donc je sais sans aucune sans aucune critique, je peux dire ça. Hein, je sais ce qu'il en est. C'est pas surtout pas un reproche, hein, c'est tout. Ça fait partie du fonctionnement. Donc ça rend les choses un peu difficiles et c'est un peu dommage parce que les gens sont intéressés, mais par manque d'anticipation, ils n'arrivent pas à rentrer dans la boucle. C'est peut-être aussi un manque Après, je pense que d'information. aussi, voilà, je pense que ça dépend parce qu'il y a des gens qui sont au courant, qui sont dans les groupes, qui savent qui ont toutes les informations et qui attendent la dernière minute pour dire ah bah oui, finalement, je veux commander. Donc là, c'est même pas un manque d'information, c'est vraiment il y a les finances qui font forcément une incidence dessus. Parce que au moment où on doit lancer la commande, si la personne n'a pas les fonds pour commander, il va pas pouvoir anticiper, il va attendre. Et puis, même si la volonté est là, s'il n'y a pas les finances, il sera bien obligé d'abandonner. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué. Maintenant, on était venu sur place, on avait fait une conférence, on avait essayé de communiquer un maximum là-dessus. L'attendu essaye de faire ça aussi au jour le jour, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de gens au Congo qui ne sont pas au courant de ce qui est fait. Et donc, ne pas hésiter à communiquer là-dessus, je pense que c'est aussi très, très important. Sinon, par rapport aux problèmes administratifs, je dirais non, c'est pas problématique, ça se passe bien. C'est vraiment, voilà, je pense que c'est l'information qui doit être encore mieux maîtrisée. Et puis, c'est le bouche à oreille qui va faire aussi, parce que les premiers qui sont lancés, c'est quand même assez lent. Il faut faire l'insémination, il faut attendre 4 mois avant d'avoir la mise bas, il faut attendre encore 6 mois pour avoir vraiment les résultats escomptés. Donc, forcément, la première année, elle passe quand même très très vite avant qu'on ait des résultats. Maintenant, ceux qui ont participé, ceux qui ont eu des bons résultats, c'est aussi à eux de communiquer pour faire connaître un peu l'intérêt de la chose. Et puis, voilà, continuer à essayer de développer ça. Ce qui pose malgré tout souci, ça reste le prix. Parce que les éleveurs ont des verras, ils se disent, bon, moi j'ai mon verra, si je dois faire une saillie naturelle avec mon verra, ça va rien me coûter. Alors que si je dois acheter des doses d'insémination, ça va revenir quand même assez cher. Donc il faut vraiment que les éleveurs voient l'intérêt de la chose avant de se lancer. C'est ça qui est un peu problématique. Je disais aujourd'hui, entre les inséminations qui sont faites et les croisements locaux, quelle est vraiment la différence en termes de portée, en termes de rendement? Parce qu'en général, les éleveurs, quand ils arrivent, pour essayer de leur faire changer un peu leurs habitudes en disant qu'on va importer des gènes, ça coûte cher, derrière, le retombé, c'est surtout les retombées économiques qui se disent combien par portée en termes de coûts de production, quel impact directement? Alors, malheureusement pour nous, quand on fait une insémination, le nombre de porcelets, en théorie, le nombre de porcelets qui va naître va beaucoup plus dépendre de la mère que du père. Si la mère, c'est une truie locale qui habituellement fait 5 ou 6 porcelets, on ne va pas réussir à en avoir 17 ou 18 parce qu'on fait une insémination. C'est les gènes de la truie qui vont avoir plus d'incidence là-dessus. Mais ça reste la théorie. En fait, il y a un autre phénomène qui s'ajoute dessus en termes de génétique, c'est ce qu'on appelle l'effet hétérosis. C'est le fait de croiser des races qui sont très, très éloignées. Ça va amplifier, ça va donner ce qu'on appelait la vigueur hybride, c'est-à-dire que les animaux qui vont naître seront beaucoup plus vigoureux que leurs parents. Et puis, ça joue même sur le nombre de porcelets qui va naître. Donc, je dirais, en théorie, ça ne devrait pas avoir d'incidence parce que c'est la truie qui doit fournir un maximum d'incidence sur le nombre de porcelets nés. Mais avec l'expérience, on remarque qu'en fait, on a quand même de très, très bons résultats à partir du moment où l'éleveur a travaillé dans des bonnes conditions. Parce que l'insémination, c'est bien, mais c'est une technique qu'il faut réussir à maîtriser et ça demande de la rigueur.
Et c'est là où des fois on est un petit peu embêté parce que des éleveurs ont l'argent, ils veulent investir, mais ils veulent pas prendre le temps de suivre correctement les formations, de prendre vraiment tous les conseils. Ils pensent que voilà, que il suffit d'acheter les doses, de venir, de faire l'insémination et puis c'est fini. On observe toutes sortes de résultats, mais chez les éleveurs qui travaillent bien, je suis vraiment surpris de voir des portées avec des niveaux très intéressants, hein, des 14, 15, 16, 17, c'est assez courant. Donc ça, c'est sur le nombre de porcelets qui naissent. Après, dès que les porcelets sont nés, je dirais, il n'y a pas photo. Au bout d'un mois, les porcelets qui sont bien nourris, ils peuvent être déjà sevrés de leur mère et ils peuvent faire facilement 8 kg, 9 kg. Habituellement, en élevage traditionnel, les porcelets sont sevrés au bout de 2 mois et à 2 mois, quand ils font 8, 9 kg, c'est déjà très bien. Après le sevrage, on les engraisse. Il faut les engraisser pendant 6, 7, 8, 9, 10 mois avant qu'ils fassent 100 kg. Et ça, l'éleveur, il le voit parce que dans des publications qui ont été faites justement au Congo, c'est assez net. Hein. Ceux qui ont fait les inséminations les premiers, voilà, on a des retours avec eux très intéressants parce que on sait que l'animal, il va pas manger énormément et il va avoir une très bonne croissance. Donc c'est ça le gros intérêt de la chose. L'étape suivante, c'est les porcelets que vous allez avoir une fois que vous allez les mettre à la reproduction. Là, vous aurez un effet encore plus net sur les performances. Parce que si vous prenez des races comme le Largeois avec le Landrace, ces petites femelles que vous aurez, elles auront un potentiel pour avoir 14, 15, 16 porcelets très facilement dès la première portée. Donc, la première étape, c'est le nombre de porcelets qui vont naître. On observe quand même des bons résultats. La deuxième étape, c'est une croissance beaucoup plus rapide et puis des animaux qui mangent beaucoup moins d'aliments. Et enfin, la troisième étape, c'est la portée suivante qui, en général, est encore meilleure. Super. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir pris le temps. La deuxième partie de ce document, ce sera l'échange avec M. Epoulos sur le terrain, avec les agriculteurs, sur les contraintes qu'ils voient, sur l'information, comment circule l'information, et surtout pour qu'aujourd'hui, les agriculteurs, les éleveurs puissent avoir des bonnes informations sur des personnes ressources. C'est surtout ça la grande problématique. Des fois, ils ne savent pas, ils n'ont pas l'information. Je dis aujourd'hui, c'est nous, notre rôle de pouvoir partager cette information en disant, voilà, il y a Axiom au Congo. Et si derrière, nous pouvons communiquer aussi sur vos passages au Congo, sur les mécanismes d'accompagnement, aussi d'information. J'ai longuement discuté sur ces questions-là, de savoir comment est-ce qu'aujourd'hui Axiom fait des formations des éleveurs sur place. Est-ce qu'il y a un accompagnement à l'insémination? Est-ce que, voilà, toutes ces problématiques-là pour que demain, ils puissent être opérationnels. Alors, une petite chose importante, peut-être que ça a été abordé avec l'attendu parce qu'il est tout à fait au courant. On a mis au point un guide de l'élevage de porc en Afrique que chaque éleveur peut commander par l'intermédiaire de l'attendu, par exemple. C'est vraiment un condensé de fiches techniques pour aider l'éleveur, mais vraiment avec des données techniques adaptées à l'Afrique. Axiom a un partenariat avec une association qui s'appelle AV Expert. Cette association-là est déjà intervenue des dizaines de fois en Afrique. Ce sont des anciens techniciens français, certains spécialisés en bâtiment, d'autres en business plan, d'autres en technique pure. Ils sont déjà intervenus dans beaucoup de pays en Afrique. On a mis au point ce guide-là. Et le travail qu'on fait avec eux aujourd'hui, c'est que, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, les animaux qui ont été exportés en Côte d'Ivoire le mois dernier, les experts sont intervenus, donc les personnes d'AV Experts, il y a 2 experts qui sont intervenus quelques semaines avant que les animaux arrivent, et ils ont été faire des audits dans chaque élevage qui devait réceptionner des animaux. Et à la suite de ça, des conseils bien spécifiques ont été donnés à chaque éleveur pour qu'il puisse accueillir les animaux dans les meilleures conditions. Et ça, c'est une chose importante, c'est que l'objectif d'Axiom, c'est surtout pas de vendre des doses d'insémination ou bien des animaux et puis de laisser les éleveurs se débrouiller ensuite comme ils peuvent.
En aucun cas, c'est notre objectif. Ce qu'on veut vraiment, c'est que apporter la génétique, mais aussi la méthode pour pouvoir l'utiliser le mieux possible et avoir le meilleur retour sur investissement. Donc ça, il est question de faire une importation d'animaux aussi sur le Congo. Ça fait partie aussi des possibilités qu'il y aura. Si des éleveurs s'inscrivent dans le programme, on va faire intervenir les experts pour les aider à mettre leur élevage dans les meilleures conditions pour que les animaux puissent être bien accueillis. Okay. Merci beaucoup, Raphaël. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions par la suite. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour, Monsieur Ipolo. Bonjour, madame. Alors, vous êtes représentant de la société Axiom en République du Congo. En 2 mots, c'est quoi la société Axiom? Tout d'abord, il faut savoir que Axiom est leader en génétique française, avec 2 filiales en Espagne et puis en Chine. Et aujourd'hui, Axiom est en train de s'implanter un peu partout en Afrique pour essayer de gagner un peu le marché africain. Bon, ils ont environ 200 experts spécialisés dans la génétique. Et puis derrière, ils ont environ 2000 Vera. Autrefois, il me semble que c'était 1600. Donc là, on parle de Vera sélectionneurs. Voilà, donc destinés pour les prélèvements. Et puis, si ma mémoire est bonne, c'est environ 6000 reproductrices. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire sur Axiom. Et surtout la connaissance que j'ai fait avec Axiom à Rennes, donc lors du forum des éleveurs. J'ai été convié par monsieur Raphaël Tchebo. Je suis arrivé là-bas, qui était accompagné de madame Sigrid, qui gère aussi la partie un peu export. Voilà, donc nous avons largement échangé et puis tout de suite on a vu que le courant passait très bien et qu'il y avait possibilité de collaborer et de mettre en place en fait un représentant au Congo-Brazzaville. Donc là, on est vraiment dans la sélection des gènes, sélection des races plus résistantes, plus productives. Et comment est perçu ce message au niveau des agriculteurs qui sont encore dans une agriculture, dans un élevage, on va dire, rustique au Congo? On n'a pas encore de grande production de porc. Comment ils perçoivent ces nouvelles technologies? Moi, je pense que déjà, c'est une très bonne nouvelle. D'où m'est venue cette idée-là? Avant tout, je n'ai fait que de l'insémination ici en Europe. Donc, une fois arrivé au Congo, pour moi, je trouvais ça étrange de faire justement de la menthe naturelle. Voilà. Donc, quand je fais de la menthe naturelle, très vite, je suis confronté à un problème. C'est la consanguinité. Parce que on se rend compte très vite que c'est le même sang qui circule dans toute la ville de Pointe-Noire et donc par ricochet Brazzaville. Donc, lorsque je prends l'initiative de renouveler mes mâles, c'est là où je me dis, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que j'ai pris chez un tel, arrivé à un moment, je vais être buté, problème de consanguinité. Donc, tout de suite, c'est là où m'est venue l'idée de procéder à l'insémination artificielle. Et comment importer ces semences-là? Voilà. Donc, le problème, moi, j'ai d'abord été confronté à ce problème, personnellement. À partir de là, je me suis dit, non, si j'ai ce problème, bon nombre de nos frères congolais ont ce problème-là. Et comment faire? Comment importer les semences? Pour moi, c'était vraiment nouveau, quoi. Donc, je pense que la plupart des éleveurs, pour eux, c'est déjà une très, très bonne chose. C'est une très bonne chose de savoir qu'il y a possibilité de renouveler la génétique grâce à Axiom, qui est leader en génétique française. Et puis, on voit tout de suite les résultats. On produit plus de viande. Génétiquement, les porcs sont meilleurs. Les GMQ, qu'on appelle les gains moyens quotidiens, sont relativement élevés, étant donné que nous avons des problèmes d'aliments au Congo. Donc, nous avons des indices de consommation qui sont relativement faibles. Donc, moi, je pense que c'est le bon plan pour tous les Congolais. Et donc, le bon plan pour tous les Congolais. Alors, j'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce que l'élevage de porc, c'est une utopie ou ça devient une réalité?
Parce qu'être éleveur, c'est difficile. Est-ce que c'est difficile? C'est Oui. ça la question? Oui, est-ce que c'est difficile? Bon, moi, je pense que c'est difficile si et seulement si on n'a pas la connaissance. Voilà. Le constat fait, c'est que nombreux se lancent dans l'élevage de porc sans avoir de connaissances. Et oui, forcément, après, ils sont butés. Même moi qui ai très peu de connaissances, ça m'arrive de me dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut lâcher ou pas? Non, et ça prend du temps. Le processus prend du temps. Donc, je pense que pour répondre à cette question, si c'est difficile si on n'a pas la connaissance, si on ne se forme pas. Parce qu'on va donner tout et n'importe quoi aux animaux, ben forcément, on n'aura pas les résultats escomptés. Est-ce que il y a certains éleveurs qui ne veulent pas se prendre la tête, ils font quoi? Ils laissent les animaux à la traîne. Donc, ça devient de l'élevage un peu archaïque. Et puis, voilà, on ne sait pas faire des mesures prophylaxiques, forcément, derrière, les traitements ne sont pas respectés, on ne sait pas quel produit utiliser. Voilà, donc on fait de l'élevage sans pour autant savoir que derrière, c'est un réel business, en fait. Voilà, donc si on n'a pas la connaissance, et je pense que les connaissances n'ont de valeur que dans leur utilisation, le but, c'est de se spécialiser. Voilà, ne pas faire tout et n'importe quoi, se dire, voilà, je veux me lancer dans le cochon, alors je me documente dans le cochon, je me spécialise là-dedans, et puis voilà, je dois me former dans le cochon. À partir de là, vous avez la connaissance, et puis vous avez tous les ingrédients nécessaires pour mener à bien votre ferme, votre cheptel. Ça fait combien d'années que la société Axiom est implantée au Congo? Bon, là, on est à peu près à 3 ans, si ma mémoire est bonne, parce que c'est moi qui ai procédé à la première importation. Voilà. Donc, mais avant de passer à la première importation, il y a eu une campagne d'abord de sensibilisation. J'ai convié Axiom au Congo-Brazzaville. C'est vrai qu'Axiom a fait un peu le tour. Donc, il y a eu la Côte d'Ivoire, il me semble, le Cameroun, le Burkina, le Congo-Kinshasa. Et puis, heureusement, même pour le Congo-Brazzaville, ça a failli être annulé. J'ai dit non, vous ne pouvez pas aller à gauche et droite sans passer par le Congo-Brazzaville. Il y a déjà toutes les structures qui sont en place. Non, il faut venir au Congo-Brazzaville, sensibiliser les éleveurs congolais, surtout à cette nouvelle génétique, cette nouvelle pratique. Surtout pour les Congolais, je dis que c'est une nouvelle pratique. L'insémination, c'est pas quelque chose qu'on fait d'une manière systématique, non. Donc, voilà, on a pris le temps avec Axiom de préparer la conférence, et puis Axiom est arrivé sur place. Nous avons fait la conférence au centre-ville, ça s'est très très bien passé. Beaucoup d'éleveurs étaient intéressés. Et puis à partir de là, nous avons calé une date pour la première importation. Voilà, donc ça fait environ 3 ans. Quels sont les profils d'agriculteurs, d'éleveurs, pardon, excusez-moi, qui viennent aujourd'hui vous solliciter vos services? Parce que on se dit la génétique, ça commence à faire son chemin. Beaucoup de Congolais sont dans des périodes soit de reconversion ou de double activité. Est-ce que c'est encore le producteur, le producteur au village qui vient vous solliciter, ou ça peut être des personnes qui sont en ville aujourd'hui qui veulent faire de l'élevage? Là, aujourd'hui, je rencontre un peu de tout. Voilà, je rencontre un peu de tout. Je suis même surpris de voir que il y a des gens qui autrefois trouvaient que c'était un métier sale, pas noble du tout. Notamment nos frères, désolé, mais nos frères qui travaillent dans le domaine pétrolier. Aujourd'hui, je suis très surpris de voir qu'ils sont très nombreux maintenant là-dedans, parce qu'ils ont compris qu'il n'y a pas que le pétrole, justement, qui viennent aujourd'hui prendre des conseils pour se tourner vers le domaine agropastoral, plus précisément dans la filière porcine. Et puis, on trouve aussi un peu... on va dire le Congolais un peu lambda, qui sort du village, qui se dit, voilà, je veux produire, mais toujours aussi d'une manière archaïque. Alors, nous, justement, nous sommes là pour dire que non, aujourd'hui, il faut
il faut produire différemment, et ça, c'est possible. Voilà comment ça se passe, voilà comment ça se passe. Donc, de nos jours, je rencontre un peu de tout, mais des hommes d'affaires qui viennent me voir, nos frères de la diaspora, voilà, qui me contactent depuis la Russie, depuis la Chine, depuis la France, depuis la Belgique, pour dire, ben voilà, j'ai la terre, j'ai les box, j'ai commencé. Bon, ça, c'est mettre un peu la charrue avant les bœufs, hein, parce que normalement, le technicien, on le consulte avant même de mettre les box en place, voilà, qui me contactent, me disent, ben voilà, on est de la diaspora aujourd'hui, mais on veut produire sérieusement de la viande de porc. On a vu vos vidéos et maintenant, on veut s'installer. Comment ça se passe? Donc, je rencontre un peu de tout. Voilà, un peu de tout. En termes de race porcine, qu'est-ce qu'on trouve actuellement au Congo? Parce que Bon, j'ai parcouru un peu cette affiche d'Axiom et j'étais assez ouais. intéressée de voir ce que vous étiez en train de faire, les différentes races porcines qui sont là. Laquelle est plus adaptée actuellement chez nous pour le Congo? Bon, ben, ce qui me plaît déjà avec Axiom, euh, bon, maintenant, ça fait un peu longtemps que Axiom travaille avec l'Afrique. Ce qui me plaît avec Axiom, c'est que ils travaillent sur des génétiques capables de répondre à nos conditions, en fait. C'est Nos ça, conditions climatiques, climatique. voilà. Tout type d'aliments qu'on peut trouver en Afrique. Ces animaux-là peuvent s'adapter. Donc, on peut notamment, bah, on sait que la race large white existe il y a fort longtemps. Hein. Donc, on peut notamment citer la large white, Londras, du piétrin aussi, hein, qui est une très très bonne race. Nous avons là du Duroc, que les Congolais aiment bien. Hein. Et puis, ben, Axiom, toujours dans l'amélioration génétique, nous propose par exemple du Thor, du Valence. Et là, nous sommes en train d'expérimenter cette génétique-là, mais principalement du large white, du Londras, du Duroc et du piétrin. Voilà. Et ce sont, on va dire, les plus grandes races hein, qui existent dans le monde. Voilà, qui s'adaptent parfaitement à notre environnement, nos conditions. Et puis, ben, aujourd'hui, ben, les Congolais ont pris l'habitude. Hein. Généralement, ils passent par du large white, mais veulent tester d'autres génétiques que Axiom met en place. Combien ça coûte aujourd'hui, concrètement? C'est ça qui va. Je veux me lancer dans l'élevage de porc. Je viens vous solliciter. J'ai trouvé mon petit terrain. Ouais. Je vous ai consulté. J'en ai galéré pour faire mes box. J'ai tout. Ouais. Maintenant, je passe aux gamètes. Je fais comment? Les gènes. Bah, oui, mais en fait, j'en rigole parce qu'on me l'a déjà posé plusieurs fois cette question. Voilà. Là, je parle de ceux qui ont beaucoup d'argent et ceux qui n'ont pas du tout les moyens. Voilà, qui me disent, ben voilà, monsieur Hippolo, ça coûte combien? Bah, c'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est tout un processus, en fait. Voilà, on a le terrain. Tout va dépendre des dimensions. On a un travail qui doit être fait en amont, qui est le programme de production. Hein. Il faut d'abord travailler sur le programme de production. Ça, c'est primordial. Voilà, c'est le programme de production qui va définir le nombre de box en maternité, le nombre de box au post-sevrage, le nombre de box en verreterie gestante et le nombre de box en engraissement. Voilà. Donc, si on ne travaille pas en amont sur le programme de production, alors on va construire une maison. Voilà, on a le projet d'avoir 7 gosses, mais on construit une maison de 2 chambres salon. Et puis on est buté. C'est là où on se rend compte que l'élevage est difficile, s'il faut revenir sur ça. Voilà, on a des animaux un peu partout, on ne sait plus quoi faire, parce qu'on n'a pas travaillé sur le programme de production. Et c'est le programme de production qui va nous donner toutes ces informations-là. À partir de là, on connaît les besoins, mais avant de travailler sur le programme de production aussi, l'éleveur doit définir ses objectifs de production annuels. Voilà, il sait que à l'année,
Voilà, donc c'est quand même difficile de répondre à cette question si on n'a pas les informations de la part de l'éleveur. Et chaque éleveur a un objectif différent. Voilà, j'ai pour objectif, voilà, peut-être un jour de produire 1300 cochons à l'année. Mon voisin, il veut en produire 1000 et forcément, le programme de production ne donnera pas les mêmes résultats parce qu'on va partir sur un nombre de truies productives bien défini et forcément, on aura le nombre de porcs à produire à l'année. Donc, on travaille d'abord sur le programme de production. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. Alors, savoir combien... là, vous avez complètement, vous m'avez complètement chamboulé parce que ces dernières années, ce que j'ai rencontré, et à chaque fois, c'est toujours, en fait, on fait les choses à l'envers. C'est-à-dire, Oui. Les éleveurs que j'ai rencontrés ces dernières années, ils avaient tous construit des boxes. D'accord. Ils avaient tous un terrain. Ils ont trouvé des points d'approvisionnement en eau. Ils avaient tout. Mais ils se sont vite rendus compte qu'ils avaient des problèmes pour trouver des têtes. Ils se sont dit, comment on va faire? Finalement, qui peut nous renseigner? On va en Afrique de l'Ouest. On va un peu ici. En fait, ils se rendent compte qu'on a mis quelque chose en place sans information, sans renseignement. Et aujourd'hui, on est complètement buté. Et on a ce gros souci de défaut d'information. Moi, j'ai découvert Axiom par hasard en faisant les recherches sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et j'étais assez étonnée de voir que c'est votre collègue qui m'a renvoyé à vous pour me dire qu'on existe au Congo. On s'est dit, mais mince, comment ils existent au Congo et on n'est pas au courant? Comment se fait-il que cette information ne circule pas? Est-ce que c'est nous, Congolais, qui n'allons pas vers l'information, qui ne faisons pas suffisamment de recherche? Ou c'est au niveau politique qui ne donne pas de canaux en disant aux éleveurs qui vont venir, écoutez, on a telle structure qui peut vous renseigner, qui veut vous former, qui peut vous accompagner pour ne pas vous retrouver dans des situations d'échec, parce que le plus dur, quand on a investi, c'est d'échouer. Bah oui. Mais après, il faut... Moi, je prendrai toujours l'exemple sur moi. Parce que quand je vois mon parcours, d'ailleurs, il n'est pas fini, je suis très curieux. Voilà, je pars de la France où j'ai fait une formation pendant une année parce que je savais déjà ce que je voulais. À partir de là, j'arrive au Congo, je prends toutes les infos au Congo et je me rends compte que quand je pars au Congo pour faire mon étude de marché, je m'étais rendu compte que je n'avais pas besoin de faire d'études de marché parce qu'il n'y avait rien. Même quand je demande à aller voir, à visiter l'abattoir, je me rends compte qu'il n'y a pas d'abattoir. Voilà. Donc, il faut juste être curieux. À partir de là, vous aurez toutes les informations. Si le gouvernement fait quelque chose, j'en ai aucune idée. Nous avons déjà eu à échanger très rapidement. C'est que derrière, le gouvernement, je pense bien faire, mais pour le peu que j'ai vu, c'est pas assez. Ici, par exemple, il existe ce qu'on appelle la PAC, la politique agricole commune, où c'est plusieurs personnes qui sont là pour accompagner les éleveurs. Mais en Afrique, au Congo, voilà, moi personnellement, pour moi, ça n'existe pas. Parce que quand je vais au ministère de l'Agriculture pour savoir s'il y a des subventions, je pense que ça existe, parce que plusieurs éleveurs disent toujours on a eu ceci de la part du gouvernement, on a eu cela de la part du gouvernement. Mais lorsqu'on arrive avec un réel projet, on l'étale, on dit voilà, je suis venu avec un projet que je peux réaliser au Congo, tout de suite, on vous fait comprendre que il faut vous débrouiller. Voilà. Donc, lorsqu'on fait un repli tactique, pensez-vous que ça donne encore envie de repartir vers le gouvernement pour savoir s'il y a des aides, s'il y a des subventions, ou si on peut nous accompagner? Non. Donc, cherchez même à savoir si le gouvernement véhicule des informations concernant des subventions, ça ne donne même plus envie. Mais je pense que notre leader, je pense qu'il fait ce qu'il faut, et puis ceux qui sont en dessous font à leur guise. Mais lorsqu'on va vers le ministère et qu'on se rend compte que le ministère n'est pas réceptif, ça ne donne même plus envie de savoir s'il y a des informations intéressantes derrière d'accompagnement. Alors moi, je me débrouille, je fais comme je peux. Donc je pense qu'il y a des éleveurs aujourd'hui
qui sont peut-être dans la même situation que moi. Voilà, qui veulent élever, qui ont des terres. Je vois, hein, acheter des terres au Congo, ça coûte absolument rien du tout. Beaucoup d'éleveurs ont des terres, veulent exploiter sérieusement, veulent développer leur activité, mais se tournent rarement vers le ministère, parce qu'on connaît plus ou moins la réponse. Est-ce que ça donne encore envie de se renseigner? Je ne sais pas, je ne pense pas. Donc voilà, il faut être curieux. Il faut être curieux. L'éleveur doit être curieux. Voilà, faire ses recherches, frapper à telle porte. Et c'est comme ça que j'ai connu Axiom, parce que j'étais curieux. Est-ce que sur place au Congo, vous avez des centres de formation pour les éleveurs? Comment vous organisez la formation des éleveurs? Bon, je pense que ça existe. Hein. Je pense, j'en ai déjà entendu parler. Hein. Non, je parle d'Axiom, dans le cas d'Axiom. Ah, dans le cas non, non. Pas du tout. De toutes les manières, on n'a jamais échangé là-dessus. Hein. Avec Axiom, nous sommes en train de voir la possibilité de mettre un CIA, donc un centre d'insémination artificielle, qui forcément demande un budget quand même important. Voilà, pour éviter justement d'importer des semences, parce que ça coûte aussi un peu cher à nos frères congolais. Hein. Je suis là pour répondre aux besoins, aux exigences des éleveurs congolais. Voilà, si je peux à terme proposer des produits vraiment pas chers, des semences pas chères, mais il faut mettre en place un centre d'insémination, donc faire venir des reproducteurs. Hein, à partir de là, créer un laboratoire, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des prélèvements sur place, et puis distribuer des doses pas chères. Donc le frère congolais qui a une truie, je dirais en chaleur, qui a l'intention de l'accoupler, par exemple, demain, si et seulement si on a un centre d'insémination, il y a possibilité de récolter la semence, par exemple, aujourd'hui. Voilà, il récupère sa semence aujourd'hui. Le lendemain, il insémine parce qu'on a un centre sur place et ça va coûter vachement moins cher parce que c'est produit sur place. Voilà, pour le moment, nous importons. Donc forcément, il y a des marges. Il y a des marges. Donc, centre de formation, non. Mais centre d'insémination, on en a déjà discuté avec Axiom. Ça demande quand même une somme importante. Est-ce qu'il faut se tourner vers le ministère, savoir s'il y a possibilité d'avoir une subvention? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je suis en train de voir s'il n'y a pas possibilité que je finance justement ce centre. Voir aussi avec d'autres éleveurs sérieux, hein, puisqu'il y a aussi beaucoup d'éleveurs qui ne sont pas sérieux, voir avec d'autres éleveurs sérieux s'il y a possibilité de créer une coopérative et puis à partir de là, mettre en place un centre d'insémination sur place. Et puis ça sera non seulement gagnant pour moi et pour les collaborateurs, mais aussi pour tout le pays. Tout le pays. Et puis nous allons améliorer la génétique sur tout le territoire national. Et ça va aller très vite. Très, très vite. Voilà. Donc, un simple centre, non. Sur le plan logistique, comment ça se passe lorsque aujourd'hui vous avez des éleveurs qui sont regroupés, par exemple, à Pointe-Noire et à Brazzaville, lorsqu'ils souhaitent commander des doses, est-ce que c'est chacun qui commande ses doses ou ils se regroupent pour commander ensemble et ensuite venir récupérer? Bon, je tiens quand même à rappeler, hein, je n'ai pas de contrat avec Axiom, hein, donc il n'y a pas d'exclusivité. Voilà. Donc avec Axiom, chaque éleveur est libre de commander chez Axiom, hein, même des animaux, il est libre. Cependant, ça va coûter un peu plus cher parce que l'éleveur qui est en Afrique, qui est au Congo, qui doit commander chez Axiom et Axiom doit livrer au Congo, j'imagine même pas le coût. Donc, qu'est-ce que nous faisons? On se regroupe. Voilà, plusieurs éleveurs se regroupent. Tout ça en fonction des besoins de chaque éleveur, parce que nous ne voulons pas tous la même génétique. Hein. Par exemple, là, j'ai eu à commander mes semences. Je n'ai pas pris de landrace, mais il y a des éleveurs qui ont pris la génétique landrace.
Donc, on définit un peu les besoins. Chaque éleveur définit ses besoins. À partir de là, on fait le total des doses commandées en fonction de chaque génétique. Et puis, la demande est envoyée à Axiom. Axiom valide la commande, nous envoie la facture pro forma. Et puis, à partir de là, je m'organise, c'est moi qui m'organise. Soit j'expédie, si j'ai une connaissance, ça arrive aussi. Si j'ai une connaissance, la personne peut partir avec la glacière, ou bien moi je m'organise, je prends un billet d'avion, je vais au Congo pour livrer d'abord à Pointe-Noire et puis à Brazzaville. Voilà, donc on essaie vraiment de passer une commande groupée, parce que sinon après ça revient quand même cher si chaque éleveur doit commander. Voilà, parce que chez Axiom, il y a quand même des frais aussi. Il y a quand même quelques frais qui s'ajoutent, des frais administratifs, tout ça. Donc, on essaie vraiment de passer une commande groupée. Le minimum, c'est 100 doses. Voilà, on essaie vraiment d'atteindre les 100 doses pour être un peu plus tranquille. Et puis, mais derrière, une fois les doses arrivées, je fournis au Ponténégrin et puis au Brazzaville. Timing assez serré, du coup. Combien de délais de durée de vie de ces semences et à quelle température? Bon, durée de vie, là, on a toujours un petit souci aussi avec, c'est qu'on a du mal à définir en fait la durée de vie de ces spermatozoïdes-là, parce que j'ai un ami qui travaille chez PEAC à Brazzaville, qui m'avait dit que même jusqu'à 10 jours, au microscope, on pouvait voir que les spermatozoïdes étaient mobiles, très mobiles. Voilà, donc on a encore du mal à définir le nombre de jours. Maintenant, si on tient compte du jour de prélèvement jusqu'à la date d'insémination, on évite de dépasser les 7 jours. Voilà. C'est vrai que sur la poche de semences, donc sur la dose, nous avons une date limite d'utilisation. Mais c'est juste à titre indicatif. Voilà, c'est juste à titre indicatif. J'ai eu à inséminer là mes truies sans tenir compte de cette date-là. Je l'avais largement dépassé, il me semble, de 3 jours. Ça a bien marché. Donc jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas combien de temps peuvent vivre ces spermatozoïdes-là. Mais ce qui est sûr, au moins 10 jours. Parce que jusqu'à 10 jours, on a pu voir que les spermatozoïdes étaient mobiles. Il me semble qu'il y avait une deuxième question. Facteur limitant, l'alimentation qui pose souvent problème. Aujourd'hui. Il me semble que vous avez voulu parler de conservation aussi. Oui, délai de conservation. Oui. Donc voilà, ce qu'on conseille aux éleveurs, c'est de conserver les semences entre 15 degrés et 25. Ça représente quoi? Température ambiante? Pardon? Ça représente quoi à peu près à l'échelle de... Oui, en fait, entre 15 et 25 degrés, ça permet aux spermatozoïdes de vivre correctement et puis de tenir assez bon. Voilà. Et tout en sachant que la température optimum, c'est 17 degrés. À 17 degrés, voilà, on sait que les spermatozoïdes vont consommer moins de nutriments, puisqu'il y a des nutriments là-dedans. Donc forcément, ils vont vivre plus longtemps. Mais si on est en dessous de 15 ou bien au-dessus de 25, forcément, ils vont plus consommer. Et donc, forcément, ils iront très vite vers la mort. Donc, on essaie vraiment de respecter les températures. Voilà. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai des conservateurs de semences réglés à 17 degrés parce que ça correspond à la température idéale pour ces spermatozoïdes-là, qui sont des êtres vivants. Donc, on fait attention à tout ça. Donc, techniquement, il faut qu'ils aient des conservateurs de semences. Ils ne peuvent pas se permettre, une fois achetés, de les conserver à température ambiante ou de les mettre au réfrigérateur classique. Non, pas dans le frigo, pas dans le frigo, surtout pas. C'est déjà arrivé où des éleveurs ont perdu leurs semences parce que le frigo que nous avons, nous, à la maison, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, ne permet pas
de conserver à bonne température, surtout pas. Hein. Voilà, où c'est déjà arrivé des éleveurs qui ont mis au congélateur alors qu'il ne faut pas. C'est pour ça que je dis qu'il est important d'avoir la connaissance. Voilà. Est-ce qu'il faut avoir un conservateur de semences? Pour celui qui veut faire que de l'insémination artificielle, oui, je le conseille. Voilà, j'ai des amis éleveurs aujourd'hui mais qui ont leur conservateur de semences. Voilà, ils m'ont contacté, ben, monsieur Hippolo, il me faut un conservateur. Voilà, je fais comment? Je dis, ben, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je commande le conservateur ici en France, ben, je te l'envoie. Voilà. Et là, on est sur un travail sérieux. Voilà. L'éleveur qui veut investir sérieusement se dit, ben voilà, il me faut mon conservateur. Donc, moi, ça me fait plaisir quand j'arrive à Brazzaville, je vois cet éleveur-là venir récupérer les doses de semences avec la glacière qu'il avait commandée jadis. Et puis, ben voilà, il a la bonne température, il va avec, il insémine, il me dit, ben voilà, j'ai 90% par exemple de réussite. Voilà, moi, ça me fait plaisir. Maintenant, celui qui commande de temps en temps, hein, commande accidentellement, voilà, ça ne sert à rien d'aller investir dans un conservateur de semences. J'ai 2 conservateurs de semences là-bas, hein, au bureau. Donc, si c'est possible de conserver les doses au bureau, moyennant 10 000 francs, peu importe le nombre de jours. Et puis, ben voilà, de temps en temps, il peut venir. S'il y a une truc qui est en chaleur, il vient, il récupère ses doses, il va, il insémine. Déjà, ça sera moins coûteux que d'investir dans un conservateur s'il n'a pas derrière un projet à long terme. Voilà. Un facteur limitant, c'est l'alimentation. Alors, on a souvent cette grosse problématique des éleveurs qui se disent à chaque fois, nous avons des gros soucis pour trouver de l'alimentation de bétail. Aujourd'hui, avec la génétique, on a tout ce que vous nous avez dit en amont, la sélection génétique, l'adaptation des races, la quantité de production. Est-ce que ces animaux ou ce type de porc ont une alimentation spécifique et où s'approvisionner? Bon, on sait que à la base, le cochon mange de tout, hein, mais on évite de donner aussi tout et n'importe quoi. Hein, c'est un peu contradictoire. Est-ce que nous sommes confrontés à des sérieux problèmes d'aliments? Oui, parce que avant je doutais. Je disais, ben non, c'est pas possible. Le Congo, c'est sûr que, voilà, nous avons des terres fertiles, nous avons de l'eau, et c'est sûr qu'une fois arrivé là-bas, non, il n'y aura pas ce problème-là. C'est sûr qu'il y a une bonne production au Congo de matières premières, mais en tant qu'éleveur, lorsqu'on arrive sur place, on met en place la structure ou les structures, on se rend compte très vite que, ben non, en fait, il y a un réel problème. On a un réel problème pour alimenter nos animaux. Voilà, on évite maintenant de. Là, on ne doute plus. Hein, parce qu'on est sur le terrain, on se rend vraiment compte que ben, y a rupture de maïs, rupture de blé, rupture de tourteau de soja. Voilà. Et je suis désolé de vous le dire, mais ça m'est déjà arrivé de dire à mes animaux, comme on parle aux humains, je suis désolé, aujourd'hui, il n'y a rien à manger parce que je n'ai rien trouvé. Donc là, oui, l'alimentation représente 70% des coûts de production d'un élevage. 70%. Donc, si on échoue là, autant arrêter. Autant arrêter. Si on n'a pas de quoi nourrir ces animaux, on n'a pas les matières premières pour nourrir ces animaux, pour formuler derrière, autant arrêter. Parce que ça sera une course de rats. Ça sera vraiment une course de rats. Voilà, comme je vous le disais tantôt, non, ça m'est arrivé de ne rien donner à mes animaux parce qu'il n'y avait pas, il y avait rupture partout. Rupture partout. Et derrière, ils veulent qu'on produise sérieusement. Et c'est ça qui m'étonne. Donc voilà. Et c'est pour ça que nous devons aussi travailler sur l'amélioration génétique. Parce que nous aurons des animaux qui vont moins consommer. Et derrière, qui vont produire plus de viande. Parce que génétiquement, ben, c'est fait pour. C'est vraiment fait pour. Voilà, il faut réduire les indices de consommation. Et grâce à l'amélioration génétique. Voilà, il nous faut des gènes Q intéressants, donc des gains moyens quotidiens intéressants. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent s'adapter à notre aliment? Bien sûr. Bien sûr. Il suffit tout simplement de respecter
les compositions alimentaires. Voilà, c'est pas parce que on a des animaux qui sont génétiquement meilleurs qu'on peut donner tout et n'importe quoi. Non, il faut vraiment respecter les formules alimentaires en fonction de chaque stade physiologique de l'animal. Puis derrière, vous aurez de très très bons résultats. Il faut juste respecter les formules. Donc ce sont des animaux qui s'adaptent très bien. En termes de demande locale, on sait que le Congolais est un gros consommateur de porc. Pour ne pas citer les consommateurs du dimanche, ceux qui vont faire la marche, parce qu'on sait tous que le dimanche, c'est le ngoulou. Tout le monde a son petit restaurant fétiche où il va après la marche du dimanche. Et de l'autre côté, il y a les transformateurs locaux, ceux qui se lancent dans la production locale de produits carnés. Aujourd'hui, au niveau local, est-ce que vous arrivez à répondre à la demande? Ben, en fait, moi-même, je suis confronté à ce problème-là parce que je suis tout le temps au pays. Voilà, j'y vais maintenant pratiquement tous les 2 mois. Hein. Tous les 2 mois, je suis au pays, max 3 mois. On a du mal à satisfaire. On a du mal à satisfaire, on a du mal à répondre aux besoins de ces consommateurs-là. Voilà, ça va très vite. Et c'est pour ça que nous devons produire sérieusement. Voilà. Et je me rends même compte que c'est pas que les dimanches. Vous voyez, on consomme de la viande de porc tous les jours. Hein. Je prends un exemple, j'ai un bar au Congo-Brazzaville, hein, plus précisément un Goyo. Et tous les jours, on abat un porc. Tous les jours. Voilà. Et là, là, c'est parce que j'ai ciblé juste un petit coin où je me suis posé. Je me dis, ben voilà, voilà, je produis du cochon. Allez, si on peut abattre un porc tous les jours, ben là, au bout d'une semaine, voire 2 semaines, on est obligé d'aller chez le voisin et dire, ben non, je vais être en rupture chez moi. Voilà. Et là, je ne parle que de moi. Et sans parler de tous toutes ces personnes-là qui abattent voilà, les dimanches. Et j'ai vu des, je ne sais pas s'il faut les appeler aussi des éleveurs, non, des gens spécialisés dans la découpe, hein, des vendeurs, parce que ce ne sont pas forcément des éleveurs. Hein. Voilà, ils achètent et puis ben, ils abattent chaque dimanche. Voilà, j'ai vu des vendeurs abattre 4 cochons hein, en un jour. Et c'est 80-90 kilos. Voilà. Et puis, ils sont là, il y a plusieurs personnes qui font la découpe. Et puis, quand j'arrive, je me dis, mais c'est extraordinaire. Et c'est la même personne qui va vous dire, mais est-ce que vous en avez en stock? Parce que nous en voulons. Voilà. Donc, on a du mal à suivre. Voilà. Je peux encore vous citer, par exemple, il n'y a pas très longtemps de cela, j'étais à Franprix. J'étais à Franprix, là-bas à Pointe-Noire. Je suis allé voir le chef boucher, qui est un Français, qui m'avait bien reçu. Voilà, nous avons bien échangé. Et à partir de là, il me dit, est-ce que vous êtes capable de me fournir de la viande de porc? Voilà, pour moi, c'était l'extase. Je me dis, oui, voilà, je vais vous fournir, c'est possible, dès demain ou après-demain. Et quand je vais à la ferme, je me rends compte que non, je ne pourrais pas fournir voilà, ce dont il a besoin. C'est pas possible. Et il me semble que c'est 2 voire 3 cochons par semaine, et ce sont des porcs de minimum 80 kilos. Et qui est capable, là, aujourd'hui, de fournir 4 porcs, 3-4 porcs à une personne qui veut faire de la transformation? Ils font de la transformation à Franprix. Mais non, on n'est pas capable. Il faut vraiment une grande structure capable de produire plusieurs porcs par mois pour pouvoir fournir à ce charcutier. Sinon, c'est pas possible. L'éleveur lambda, comme on dit, qui produit de temps en temps 10 porcs, 5 porcs, 20 porcs, mais ne peut pas assurer la livraison
2, 3, 4 fois par semaine. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a une forte demande. Il y a une forte demande, mais derrière, on n'arrive pas à suivre. On n'arrive pas à suivre. Donc, il faut produire sérieusement. Et il y Le a de la plus place grand pour tout le monde. élevage à Pointe-Noire ou à Brazzaville, c'est combien de têtes actuellement? Est-ce que vous avez une idée? Mais il y a des choses qu'on ne peut pas aussi Je citer. Hein. suppose que vous devez être dans le lot. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Loin, loin, loin de tout ça. Je pense que le plus grand producteur, c'est bon. Après, je ne veux pas aller dans les détails. Hein. J'ai mes raisons. Hein. Mais je pense que le plus grand producteur actuellement, c'est la société PEAC. Donc la société PEAC, qui est à Brazzaville. Voilà. Et, je pense que je ne vais pas en dire plus. Vous ne me direz pas le nombre de têtes? Voilà. Mais déjà, sur ça, j'en ai aucune idée. Mais je sais que c'est une ferme voilà, c'est une structure aux normes européennes, déjà, que je peux dire, qui font de l'insémination, qui produit sérieusement, voilà, qui est situé à Brazzaville, mais je ne peux pas en dire plus. Voilà, et puis, voilà, de temps en temps, on échange, mais on ne va pas, on ne pose pas des questions pointues, à savoir, bon, vous avez combien de têtes? Parce que pour déterminer, on va dire, le nombre de têtes, c'est en fonction du nombre de truies productives. Voilà, à partir de là, on peut avoir une idée. Donc, on peut demander tout de suite à l'éleveur, vous avez combien de truies productives? Et c'est ce qui se fait ici en France. Voilà, un éleveur qui vous dit, ben, j'ai un élevage, ne vous dira pas, j'ai un élevage de 2000 porcs. Voilà, l'éleveur vous dira que j'ai un éleveur, par exemple, de 600 truies productives. Mais capable de vous dire que je produis, par exemple, 10 000 têtes à l'année. Ça, c'est possible. Donc, la taille d'une ferme est fonction du nombre de truies productives. Donc, voilà. Moi, pour moi, je suis une fourmi, hein, à côté de tous ces producteurs, même ceux qui sont à Pointe-Noire. Non, j'ai vu des fermes avec plusieurs cheptels. Maintenant, ce que je trouve un peu dommage avec ces éleveurs-là, qui ont un grand cheptel, généralement, ces animaux-là sont dans des conditions un peu pitoyables. C'est ça qui ne me plaît pas, en fait. Par rapport à la question du bien-être animal qu'on a du mal Voilà, aussi à aborder, voilà, qui est on ne une fait pas question attention au assez bien-être sensible. animal. On dit qu'il faut produire. On a beaucoup de têtes. Voilà. On est très fiers, hein, en disant, voilà, j'ai beaucoup de têtes. Voilà, j'ai des animaux. Et lorsqu'on arrive, on se rend compte que la génétique n'est pas bonne. La ferme n'est pas aux normes. Le bien-être animal n'est pas respecté. Les animaux mangent de tout et n'importe quoi. Mais au ministère de l'Agriculture, on va enregistrer comme quoi c'est un grand producteur parce qu'il a, par exemple, 200 têtes. Contrairement à nous autres, hein, voilà, nous voulons produire sérieusement, on va peut-être avoir que 100 têtes, mais le bien-être animal est là. On fait attention aux vaccins. Voilà, on fait attention à nos porcelets, qu'il y a un bon suivi, il y a le personnel qui est là. Voilà. Et puis, généralement, on revend aux reproducteurs. Donc, voilà. Donc, c'est difficile même de dire, voilà, vous avez combien de têtes? Parce qu'il y a des ventes qui sont faites, hein, en permanence. Voilà, il y a des ventes. Et puis, généralement, on revend aux producteurs parce que nous avons de la bonne génétique. Et voilà, on n'a pas besoin d'avoir 2000 têtes, 3000 têtes. Non, si c'est pour que les animaux soient dans des mauvaises conditions, non, je ne vois pas l'intérêt. On va parler de l'échec. Alors, c'est difficile en tant que producteur. On a vu, j'ai vu quelques éleveurs de volailles quand ils perdaient tout, dans quel état ils étaient. Et je peux vous dire, il y en a que c'était comme s'ils perdaient un membre de leur famille. C'est compliqué. Et aujourd'hui, parler d'insémination, comme vous l'avez dit, l'insémination a un coût. Lorsqu'un éleveur aujourd'hui, il investit, il veut tant de doses, et quand il se rend compte derrière ça n'a pas marché, vous, qu'est-ce que vous faites pour le rassurer que voilà, ça arrive, qu'on échoue, mais il faut continuer, il faut investir.
Parce qu'on est dans le vivant. Hein. Après tout, le Bah vivant est oui, tellement oui, instable, oui. ça peut ne pas marcher. Bon, ben, j'en rigole parce que justement le fait d'être sur le terrain, j'ai vu des éleveurs, hein, j'ai vu des éleveurs souffrir et puis je comprends, hein, je comprends. Je vais d'abord citer cette phrase de Napoléon Hill qui disait que l'échec signifie tout simplement que le plan a été mal conçu. Recommencer, mais inlassablement. Donc on ne baisse pas les bras. Voilà, j'ai connu un éleveur qui a dépensé des millions. Hein, seulement si un jour jette un œil sur cette vidéo, il va se reconnaître. Il a dépensé des millions. Je pense qu'il a échoué une première fois, deuxième fois, et puis c'est au bout de la troisième fois qu'il a commencé à avoir des résultats. Mais il aurait pu abandonner. Et aujourd'hui, il fait partie de la prochaine importation du mois de juillet. Et lorsqu'il commande, c'est avec enthousiasme, parce qu'il sait que ça marche. Donc, il ne faut pas abandonner. C'est pas une science exacte. Ce n'est pas parce que j'ai une femme qui ne tombe pas enceinte que je ne vais pas continuer. C'est pas parce qu'elle a fait des morts-nés que je vais arrêter. Il faut tout faire pour avoir un gosse. Donc, c'est pareil pour l'éleveur qui essaye avec l'insémination. Je sais que ça représente un coût. Voilà, on a échoué. Voilà, ça n'a pas marché. Mais il faut se poser quelques questions. Pourquoi ça n'a pas marché? Voilà, ça ouvre l'esprit. Parce qu'on s'est posé la question, pourquoi ça n'a pas marché? Peut-être que le problème ne vient pas des semences. Généralement, ça ne vient pas des semences. Parce que si j'utilise de la génétique large white et que tu utilises de la génétique large white et que chez moi ça a marché, pas chez toi, c'est pas un problème de semences. Rarement aussi, ça peut être un problème de conservation. Peut-être que l'éleveur est venu avec sa glacière, on a dit entre 15 et 25 degrés, n'a pas respecté les températures, la nuit il s'est endormi ou il a mis trop de glaçons, n'a pas respecté le protocole, et puis les spermatozoïdes en fait au final sont morts, il ne le sait pas. Le lendemain matin il a rendez-vous avec son porcher pour inséminer, mais non, ça ne sert à rien puisque les spermatozoïdes sont morts. Mais lui, l'éleveur, ne sait pas ça. Et ça, il ne le sait pas. Voilà. Donc, lorsqu'il échouera, parce qu'il avait mis trop de glace dans sa glacière et que la température avait chuté, il dira peut-être que, Axiom, c'est de l'arnaque. Ah, monsieur Hippolo, non, n'importe quoi, votre projet. Mais c'est après avoir observé la réussite chez les autres éleveurs qui avaient commandé au même moment, alors à partir de là, on se dit, voilà, oui, il faut peut-être que je réessaye. Voilà, donc généralement, le problème vient de l'éleveur, c'est qu'il n'a pas respecté le protocole. Voilà. S'il y a distribution de Regumat pendant 18 jours pour cycler par exemple les truies ou les cochettes, et qu'un jour vous vous êtes endormi, et puis voilà, hein, l'éleveur dit je passerai demain, c'est pas grave, vous sautez un jour, on vous dit que c'est 5 millilitres de Regumat par jour. Voilà, vous tirez avec la seringue 3 millilitres parce que vous dites, tiens, il faut que j'économise, ça pourrait dépanner l'autre truie. En fait, c'est un peu tout ça. C'est juste le non-respect du protocole qui fait qu'on va droit à l'échec. Maintenant, si on respecte le protocole correctement et qu'il y a un échec, oui, à partir de là, oui, on peut c'est à nous maintenant de nous poser ces questions. Pourquoi ça n'a pas marché? Et je vais prendre un exemple. Lors de la première importation, il y a environ 3 ans de cela, Axiom n'avait pas livré les doses en temps et en heure. Et je devais partir avec les doses de semences au Congo-Brazzaville, sauf que je n'avais pas été livré ici en France. Une fois arrivé au Congo-Brazzaville, étant donné que c'était la première importation, c'est dire à ces Congolais à l'aéroport ou bien au bureau, non, je n'avais pas de bureau, je devais les recevoir au salon de coiffure. Une fois arrivé là-bas,
dire aux éleveurs en face, ben non, ben oui, c'est la première importation, mais je suis venu sans les doses. Ben, où sont nos millions? On a financé les premières importations. Vous avez parlé de l'amélioration génétique, de l'insémination. On a donné des millions. Où sont les doses? Voilà. Il faut faire comprendre à ces éleveurs. Le problème ne vient pas de moi. Le problème vient d'Axiom. Axiom n'a pas livré en temps et en heure. Voilà, donc là, il faut être assez mature hein, pour comprendre que, ben Et voilà. pédagogue aussi. Ah oui, ah oui. Beaucoup de pédagogie. Ben, ils savent que monsieur Hippolo est comme ceci, comme cela. Donc, voilà, il faut être très, très sérieux, très rigoureux, très discipliné hein, surtout dans ce domaine-là, dans ce secteur-là. Hein. Voilà. OK, monsieur Hippolo, on vous croit. J'appelle Axiom, je dis, ben, il faut faire un geste commercial. Hein. Ah là, il faut trouver rapidement une solution parce que le problème ne vient pas de nous. Qu'est-ce qu'Axiom fait? Ben, toutes ces doses-là, je dis aux éleveurs, ben, écoutez, il y a des doses qui vont arriver dans 2-3 jours. Utilisez-les quand même, mais Axiom va faire un geste commercial. Voilà. Et Axiom avait fait un geste commercial, et puis ben, les éleveurs étaient satisfaits. Et puis ben, c'est là où nous avons eu nos premiers résultats issus de l'insémination. Donc voilà, le problème peut venir aussi d'Axiom, mais c'est rare. C'est rare. Voilà, c'est vraiment une société très sérieuse, donc voilà, elle fait attention à son image, donc c'est plutôt à nous, hein, Congolais, de bien faire les choses. Et travailler avec nos frères congolais, c'est pas évident. Et je le sais. Voilà, ils sont nonchalants et puis voilà, font ce qu'ils veulent et puis derrière disent ben non, ça ne marche pas maintenant. Voilà, encore un cas là récemment, première importation pour un éleveur. Écoute ce qu'on a à te dire, respecte le protocole. Ben non, tu donnes du Régumate aux truies qui sont déjà gestantes. Et puis, ben, 1-2 semaines après, c'est pour dire que, ben, en fait, mes truies ont mis bas. J'ai dit, c'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible, puisqu'on vient d'inséminer, ça fait à peine 2-3 semaines. Vous ne pouvez pas me dire que les truies ont mis bas. C'est que les truies-là étaient pleines. Donc, vous avez cyclé des truies pleines. Vous avez inséminé des truies pleines. Mais un jour, vous allez inséminer des verras. C'est pas bon du tout. Parce que derrière, il y a eu de la négligence. Voilà, donc il n'y a pas de suivi. Parce que l'éleveur qui veut cycler une truie gestante et puis derrière insémine une truie gestante, il y a un problème. Là, le problème ne vient pas de moi, ne vient pas d'Axiom. Parce qu'il n'avait pas la connaissance. C'est une personne qui n'avait jamais été formée. C'est pour ça que je parlais, en fait, de connaissance. Il faut avoir la connaissance avant de se lancer dans ce secteur. Avant de nous séparer, M. Hippolo, pensez-vous que la filière porcine est une filière d'avenir pour le Congo? Personnellement, oui. Je pense que nous avons déjà un président qui veut faire de ce pays un pays émergent, qui croit à l'agriculture et l'élevage. Hein. D'ailleurs, lui-même, il est là-dedans. Hein. S'il y a de l'avenir, oui, je pense qu'il y a de l'avenir. Et tout à l'heure, j'ai parlé de nos frères pétroliers, parce que j'ai des frères aussi vraiment qui travaillent dans le domaine pétrolier, qui se tournent là-dedans. Et il y a de plus en plus d'éleveurs qui se tournent dans la filière porcine. Des personnes qui faisaient de l'élevage, je crois, avicole, aujourd'hui, se tournent vers la filière porcine. Voilà, est-ce qu'il y a de l'avenir? Moi, personnellement, oui, je pense qu'il y a de l'avenir et il y a de la place pour tout le monde. Et surtout avec l'amélioration génétique, ça sera bénéfique pour tous ces éleveurs-là. Et je pense que les habitudes sont en train de changer. Voilà, le fait de savoir que on peut produire sérieusement au pays, on peut améliorer sa génétique, qu'il y a une forte demande des consommateurs derrière, alors moi, je pense qu'ils n'ont pas le choix que de s'y atteler. Voilà, il y a de l'avenir là-dedans, et d'ici quelques années, je pense que le Congo aussi
deviendra un grand pays producteur de viande de porc. Et moi, j'y crois. Personnellement, moi, j'y crois. Voilà, c'est juste que les mentalités doivent changer. Le plus important, c'est de croire qu'il est possible. Voilà, c'est d'accepter le fait de se dire aujourd'hui que moi, j'ai de la place, je peux produire sérieusement, j'ai de la génétique qu'il faut sur place, grâce à Axiom, grâce à M. Hippolo, mettre en place des coopératives, et puis ensemble, je pense qu'il y a possibilité, de produire sérieusement. Voilà. Personnellement, moi, j'y crois. Et je ne vois pas quel est ce Congolais ou quel est cet Européen qui me dirait que non, c'est pas possible en Afrique. Puisqu'on me l'a déjà dit. Même si on me le dit, je sais que c'est possible. Au ministère de l'Agriculture, on me l'a déjà dit que c'était pas possible. Mais moi, aujourd'hui, j'y crois. Et je vois que c'est possible. Vous voyez, donc c'est d'abord question de penser. Voilà, le ministère, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que le ministère croit que c'est possible? Si le ministère croit que c'est pas possible, alors moi, je crois que c'est possible. Voilà. Et il y a de l'avenir. Voilà. Et je vois comment les gens se bousculent pour cette filière-là. Il faut créer des centres de formation. Et c'est ce qui nous manque. Et nombreux veulent se lancer dans le cochon, mais n'ont pas la connaissance. Et c'est ça que je trouve un peu déplorable. Et c'est ça que je trouve vraiment dommage. Voilà. Et on a l'impression qu'ils sont nés avec les animaux. Le Congolais aime ça. Voilà, il se lève le matin, il voit qu'il a un cochon là, il a sa volaille là, il a un mouton quelque part là. Voilà, je me dis que c'est en nous. Voilà, je suis né dans le cochon, je suis né avec des animaux. Voilà, ça c'est vrai que c'était à l'époque, mais j'avais toujours cette envie absolue de me lancer dans la filière, de vivre avec des animaux. Et aujourd'hui, on essaie juste de moderniser la chose. Voilà. Il faut se lancer dans la filière et puis essayer juste de moderniser un peu ce secteur. Oui, il y a de l'avenir. Merci beaucoup, M. Hippolo, pour cet échange, ce bel échange. Je pense qu'il va aider nos éleveurs sur place, ceux qui vont vous découvrir, ceux qui travaillent déjà avec vous, qui vont confirmer que ça marche. C'est surtout ça, le Congolais, oui, ça marche. Ça marche. Quand ça marche, on vit en courant parce qu'on a vu chez l'autre, ça a marché. Donc, je peux faire pareil. Merci infiniment pour ce temps que vous avez accordé. Avant de nous séparer, vous n'avez pas dit où est-ce qu'on va vous trouver, quels sont vos contacts? Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas trop réseaux sociaux. Donc, moi, ici, il faut me joindre de préférence sur WhatsApp. Voilà, donc je suis au 0033 7 66 55 15 05. Je suis très actif sur WhatsApp. Voilà, puisqu'il y a beaucoup d'éleveurs qui me contactent sur WhatsApp. Et puis sur Facebook, la tondu Hippolo, tout simplement. Et puis je pense que c'est tout. À Pointe-Noire, nous sommes situés juste à la base, entre le camp militaire et puis le centre de contrôle technique. On est juste là au milieu. Il y a un bâtiment blanc en étage, on est juste au rez-de-chaussée. Maintenant, il y a beaucoup d'éleveurs qui savent où nous trouver. Et puis, sinon, nous avons notre première structure qui est un Geno. Voilà, où les éleveurs s'approvisionnent. Donc voilà à peu près. Donc s'il faut me joindre, c'est au 07 66 55 15 05. Merci beaucoup, M. Hippolo, et on vous dit à très bientôt. En tout cas, merci beaucoup, madame. Merci.